Ben non, puisque Pernod avait besoin de faire une moto portant son nom pour avoir le droit de l'afficher. Donc de toute façon, mais c'est compréhensible de la part du patron de Moto Bécane. Ah ben non, mais lui, il défendait ses intérêts. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais ça veut dire que dès le départ, tu t'étais dit, la Pernod, je mène le projet, mais sur un temps donné. Ah, c'était clair. Pourquoi ? C'était très... Pourquoi ? Parce que j'avais l'intime conviction qu'il allait se passer ce qui s'y est passé. Il y a des choses que tu sens. Des fois. Donc, autrement dit, tu as assuré tes arrières. Absolument. Parce que... On peut le dire comme ça, c'était de toute façon la fragilité d'un projet reposant sur une tentative de détournement d'une loi, finalement. Tout à fait. Cette loi sur la publicité interdite aux spiritueux. Tout à fait. Donc tu pensais que le gouvernement réagirait d'une manière ou d'une autre. Moi j'avais l'intime conviction, je ne savais pas à quelle échéance, mais qu'il y aurait des modifications de texte qui permettraient de neutraliser cette opération. Bien que... mais ceci n'était qu'une précaution juridique, bien que Pernod ait modifié les statuts de sa société pour inscrire dans les statuts de fabricants, etc., fabricants de motos. Donc Pernod avait tout à fait la possibilité de fabriquer des motos et de commercialiser des motos Pernod. Ce qui a été envisagé très sérieusement sur le plan théorique, avec de ma part une opinion négative, parce que construire des motos de compétition et construire des motos pour les commercialiser, même si cela avait été des compétitions clients dérivées des motos officielles, on se lançait dans une opération qui dépassait nos moyens techniques et les moyens de l'équipe. On passait du plan totalement artisanat au plan industriel, une stratégie industrielle. Tout à fait. Autre, que les précautions ont été prises sur le plan juridique pour se couvrir, mais qu'ensuite on envisage de fabriquer ces motos, c'était pas raisonnable. Et donc c'est par rapport à ça que moi j'avais assuré mes arrières. Et que j'avais annoncé très clairement, et tout le monde le savait, que moi, début 83, en fonction de l'évolution des choses, je continuerai à suivre d'un peu plus loin le déroulement de la préparation des saisons, que je n'assisterai plus au Grand Prix, et que tout le monde le savait. Et qu'il y en avait en particulier deux qui le savaient, Michel Mouillot et Christian Estrosi, et qui ont préparé ensuite toute la suite, comme on sait que ça s'est passé. Parce que je repense à une chose, cette perception que Jean Bidalot était un mec bizarre, je me souviens que ça s'est dit au moment du démarrage de la Pernod. Toi, tu raisonnais déjà comme chef de projet d'une écurie de compétition. C'est-à-dire que ces amateurs auxquels, cette bonne partie d'amateurs auxquels la Pernod allait être confrontée, ils avaient une paire de cylindres d'avance. Et puis on a vu quelqu'un, en l'occurrence l'ingénieur Bidalot, qui l'avait déjà esquissé avec la 125 Moto Bécane, mais qui commandait d'un seul coup 30 paires de cylindres, parce que pour faire du développement, et ça paraissait complètement dingue, à une vision très étriquée qu'avaient ces bricoleurs qui constituaient, si j'ose dire, le 90% du paddock à l'époque. On était loin de cette vision industrielle. Alors que si on avait réfléchi, et puis alors surtout qu'on l'avait sous les yeux, ce qui n'était pas le cas avec les marques japonaises où on ne voyait pas tout ça derrière. Et alors là, ça m'a desservi parce qu'à l'intérieur de l'équipe Pernod
qui suivaient le projet sur la 250, beaucoup de personnes se sont auto-investies ou se sont autorisées à juger ce que je faisais parce qu'ils n'en avaient aucune compétence entre aller acheter 2 cylindres finis de chez Yamaha, chez Jackie Germain. Ces cylindres sont conformes à un standard fabriqué par Yamaha, et des cylindres que nous on fabriquait. Il y a d'abord les déchets de fonderie, les déchets à l'usinage, ensuite les différentes versions qui vont résulter du travail au banc d'essai, etc., etc., etc. Donc on a pratiquement les 2 tiers qui ne va pas être utilisé. Mais expliquer ça à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Oui, le faire admettre, c'était difficile. Oui. Ouais, c'était pas la même échelle du tout. Alors qu'il est évident qu'à l'usine Yamaha, à l'usine Suzuki, ils font la même chose. Hein. Les choses se passaient strictement de la même façon. Avec une chose supplémentaire dont je ne vais pas dire qu'ils bénéficient, parce que ça fait partie de l'organisation qu'ils doivent impérativement avoir, chez les Japonais et les Italiens, chez les usines qui participent au Grand Prix de championnat du monde, c'est qu'il est indispensable, et déjà à l'époque, ça commençait à le devenir, qu'il y ait 2 équipes, une équipe de développement et une équipe d'exploitation. Et nous, on faisait tout ensemble, et on le faisait à découvert. Alors c'est bien évident qu'il y a des jours où ça ne peut pas le faire. Il y a des jours où ça marche. Et pourtant, en 2 ans, la Pernod est en mesure de gagner des courses. Donc, tu reproduis l'aventure Motobécane, tu reconstruis une moto gagnante. Pendant la gestation de la 250, l'activité de l'écurie n'avait pas cessé. L'ensemble de ce frein est monté en balance. Au cours de l'hiver 80, le premier cylindre tournait au banc. Jean Bidalot cherchait les meilleures solutions, traquait les chevaux. L'état-major de la société s'intéressait de près à ses travaux, lui rendant visite aux ateliers pour suivre plus étroitement encore l'évolution de la moto. Quand la moto fonctionne bien, que tout est en ordre, ça fait report, le banc, c'est terminé. C'est uniquement un appareil de mise au point, c'est aussi un appareil de contrôle permanent. Un appareil de contrôle permanent. Autrement dit, même quand la moto courra, on vérifiera au fil des temps que soit les pièces nouvelles de remplacement, soit les pièces qui servent, d'usure, sont toujours en bon état. Mécanique réalisée, puissance prouvée, le moteur fut monté dans le cadre. La moto avait pris corps et âme. En février 81, elle allait être présentée au Sheraton. Notre pari a donc été tenu, et ce, dans les délais prévus, ce qui n'était pas la moindre gageure. Prouvant ainsi qu'en France, créativité, imagination, volonté, esprit d'entreprendre sont toujours bien vivants et que nous pouvons, si nous le voulons, être parfaitement compétitifs vis-à-vis de tous les étrangers. En un mot, ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, qu'impossible n'est pas français. Oh là, voilà, ouais! Presque! Oh, qu'elle est belle! Thierry, tu l'avais déjà vue? Là, je suis très très impressionné et si elle marche aussi vite qu'elle est belle, je crois qu'on va en faire pleurer plus d'un. Je vous rappelle que l'écurie Pernod sera présente sur tous les fronts et que la petite dernière, la Pernod, sera pilotée par Thierry Espier, qu'elle a été réalisée par Jean Bidalot et ses techniciens avec le concours de Elf et de Nolan. Mais pourquoi cette idée de moto française? Daniel Aymar, directeur général de Pernod. Une idée qui consiste à montrer qu'en France, on peut construire une moto capable de gagner les Grands Prix parce que nous avons bien l'intention de gagner les Grands Prix et certainement aussi le championnat du monde. Briguer un titre mondial, c'est super. Mais pour arriver au même but que les toutes puissantes usines japonaises, il faut encore et toujours travailler. Thierry Espier, quand on voit une telle moto derrière soi, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De monter dessus, de la faire démarrer et de rouler. En attendant les Grands Prix, elle roule. Elle effectue ses premiers essais à Carole. L'espoir est en marche. Les premières impressions de Thierry Espier, promu pilote d'essai.
Je crois que le moteur est assez fabuleux, très très souple. Une plage d'utilisation assez grande et une puissance au régime très très élevée, je pense. Au niveau partie cycle, bon, c'est la première sortie et je pense que c'est sur ce détail qu'on va travailler le plus. Mais apparemment, ça a l'air d'être très sain et très maniable. Le dernier Grand Prix de la saison 82, c'est-à-dire le dernier Grand Prix sous ma responsabilité, Thierry 3, alors qu'il avait la moto pour gagner. Mais moi, tu ne me vois pas. Sur aucune des images d'Hockenheim, on me voit. Moi, j'avais décidé de le vivre pour moi tout seul. Je suis un peu taciturne de temps en temps. Hein. Je m'étais noyé dans le public. Et il y avait tout le monde, en fait, toute l'équipe Pernod, surtout Pernod Allemagne qui était là. Je m'étais noyé dans le public et je l'ai vécu pour moi tout seul. Et quel panard. Sachant que c'est. Et après, je suis revenu. Et avec Daniel Aymar, on est tombé dans les bras d'un autre. Christian Estrosi et Thierry Espier ont réussi les 2e et 3e temps des essais juste derrière Anton Mang, imbattable chez lui, porté par les clameurs de 120 000 spectateurs venus le voir gagner. La motivation de tous les pilotes est très forte. Chacun est bien décidé à lancer toutes ses forces dans le dernier Grand Prix. L'enjeu ici est surtout important bien sûr pour Jean-Louis Tournadre. Si Anton Mang remporte la course, Tournadre doit absolument se classer dans les 4 premiers pour se voir sacré champion du monde. Or, sa moto, une Yamaha compétition client, est moins rapide que les machines d'usine sur ce circuit aux longues lignes droites. Pourra-t-il compter sur l'aide des pilotes français comme Mang peut compter sur les pilotes allemands ? Au premier passage, la Pernod d'Estrosi est en tête devant la MBA de Frémont. La deuxième Pernod, celle d'Espier, est 3e. Mang est 4e et Jean-Louis Tournadre est 9e dans un peloton éloigné des premiers. Au tour suivant, c'est toujours une Pernod qui est en tête, mais c'est celle de Thierry Espier. Il est suivi de Mang, Christian Estrosi est 4e. Puis Mang passe devant Espier et Ferretti. Estrosi est toujours 4e. Jean-Louis Tournadre est bloqué dans le peloton. Frémont est intercalé entre les deux groupes.
Pernod fait pratiquement jeu égal avec la Kawasaki d'usine. Espier se glisse devant Mang qui repasse au tour suivant. À mi-course, Mang est toujours au commandement devant Ferré du Mans. Christian Estrosi va alors aider son compatriote à se dépêtrer de ses adversaires. Avec sa machine qui a une meilleure vitesse de pointe, il aspire Tournadre dans les lignes droites et le met hors de portée de ses poursuivants. Patrick Fernandez, autre pilote Pernod, s'associe à cette entreprise patriotique sous le regard approbateur de Daniel Aymar que satisfait ce comportement sportif. Jean-Louis Tournadre doit encore rejoindre et dépasser le Suisse Frémont. Il y parvient dans l'avant-dernier tour. Il est 4e sur la ligne d'arrivée et champion du monde de la catégorie. Anton Mang remporte la course devant Ferretti et Thierry Espier qui se classe 3e. C'est le podium. Sur des bosses. Elle l'a refait dans la chicane, tu vois là-bas, quand j'ai pris mon retard. Elle l'a refait dans le dernier tour, encore dans la chicane là-bas. Ah putain, je rageais, je dis, je suis en carrage. Daniel Aymar et René Baudinet félicitent chaleureusement Thierry Espier ainsi que Christian Estrosi, 6e. Thierry Espier aus Frankreich zu Ehren des Siegers. La saison de Grand Prix se termine sur une image prometteuse qui reflète bien la progression constante de la moto française Pernod 250. Les résultats n'ont cessé de s'améliorer au fil des 12 Grands Prix de 1982. La Pernod 250 a prouvé en moins de 2 ans que la technologie française peut rivaliser avec celle des plus grands constructeurs, à condition que se crée une volonté de former une équipe et de lui donner les moyens de travailler. C'était l'objectif de la société Pernod. Et donc l'aventure a culminé l'année suivante avec la victoire de Jacques Boll en Angleterre. Fifth position is Martin Wimmer. The leader is still Jacques Boll. Second is still Thierry Espier. They're round Club now. They're up to Abbey for the last time. They'll be within sight of the bridge and Woodcote, which is the last corner. Jacques Boll leads. Thierry Espier is second. Carlos Lovato leading the World Championship is third. And Thierry Espier is making a terrific challenge, and so is Carlos Lovato as they come down to Woodcote for the last time. And Martin Wimmer is up there. What a fantastic last corner. It's Jacques Boll leading, and through goes Espier. Thierry Espier leads, but it's Boll. Boll goes across the line and wins from Thierry Espier, and he shakes his fist with joy. And I think in third place was Christian Sarrel. But I can tell you that the Frenchman Jacques Boll on the Pernod has done just that. Mais dis donc, c'est... Oui, tu crois que j'allais manquer ça? Je reviens pas. Je reviens pas une heure pour mon match, je reviens pas. C'est merveilleux, Jacques. Il faut les mécanos. Il faut les mécanos. Très bien. Fantastique. Fantastique. Alors, Il a été il super. faut dire tout contente derrière. J'avais du mal parce que le pneu était vachement tendre et je glissais à la fin. J'assurais maximum, j'accélérais pas trop fort, mais la moto c'est un canet. C'est un canet. C'est une moto de champion du monde.
Fantastique. Un peu, oui, j'en reviens pas encore là. En passant d'une demi-heure, j'aurais mieux réalisé parce que pour l'instant, je m'en rends pas compte. Over here. All right, they will bring the lorry for you. Qu'est-ce qu'a fait deux? Où finished two on three? Sarah. Là, on n'est pas Sarah was second. No, SPA. SPA was second. Yeah. Tu vois, depuis que je fais le Continental Circus, j'avais jamais vu ça. Un podium tricolore. Rien que des Français sur le podium pour une Marseillaise. Super. Depuis l'heure actuelle, je reviens pas encore. Oui, j'ai gagné, parce que tout le monde me le dit, donc ça doit être vrai. Enfin, la Pernod a été fantastique durant toute la course. J'ai eu des petits problèmes de tenue de route à la fin de la course. Enfin, le moteur a tout le temps été parfait. J'avais sans doute le meilleur moteur du groupe avec qui j'étais en bagarre. Ce qui m'a permis de revenir après le début prudent que j'ai fait, puisque dès qu'il s'est mis à pleuvoir, j'ai préféré assurer. Bon, tu as vu, j'ai rétrogradé de la deuxième place à la 6e. J'ai préféré assurer et attendre qu'il ne pleuve plus. Et quand il s'est mis à de nouveau ne plus pleuvoir, quand la piste a de nouveau été bien propre, ben là j'ai recommencé à attaquer. Et puis je me suis porté en tête. Et après j'ai essayé d'y rester. Puis, Mais en même temps, cette année 83 est aussi une année charnière, parce qu'il va y avoir... Je vais rajouter quelque chose qui n'est pas connu. Après ce qui s'est passé à Hockenheim, Pernod, Allemagne, ils étaient comme des fous. Comme aurait dit le général, ils étaient prêts à voler au secours de la victoire. Et ils avaient déjà dégagé un budget chez eux, chez Pernod, Allemagne. Supplémentaire. Oui. Pourquoi? Parce qu'Antonman et Mank et Schegel avaient demandé le prêt de 2 motos pour la saison, le budget et une condition supplémentaire que ce soit la même équipe qui s'occupe du développement. Pernod, Allemagne, ils étaient comme des fous. Mang, Allemagne, Pernod, etc. Le champion du monde sur la moto Pernod, etc. Bon, bien évidemment, quand l'info est arrivée à Créteil, ça a été refusé de tous les côtés. Ah, c'est une anecdote, effectivement, que personne ne connaissait. Ah, ouais. Et moi, j'en ai tiré une satisfaction personnelle, la reconnaissance de ses pairs. Oui, mais en même temps, tu aurais bien aimé que ça se fasse. Bon, allez, tiens. Et donc, cette année 83, que tu ne vis pas sur place, donc? Et non, moi, je n'y vais pas pour une raison très simple. Moi, je reviens chez Motobécan le 2 ou 3 janvier 83. 7 février, dépôt de bilan. Merde, hein. C'était pas prévu comme ça. Je suis revenu pour prendre la direction du département recherche et développement et transférer tout le bureau d'études à Saint-Quentin. Et 1 mois après, dépôt de bilan. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça sent pas bon. Administration provisoire. Bon, Bidalo, vous avez droit à conserver 40 personnes dans votre département. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh bien, vous le licenciez, c'est vous qui faites la liste. Ben, bravo, merci. J'ai oublié ça tout à l'heure dans le début du stress. Hein. Il faut que tu vires 100 personnes qui t'ont rien fait. Et beaucoup de collaborateurs performants, compétents, dont certains étaient des amis presque. Ça se vit pas bien. Ça se vit pas bien du tout. Et puis après, il y a eu la création d'MBK avec... Bachol, Maugendre. Non, Xavier Maugendre, Jean-Michel Basset. Et Jean-Michel Basset, pas Bachol, oui, Basset, exact. Et Jean-Michel Basset, d'où venait-il? FR3 Nice. Et à ce titre, il avait été le supérieur de Michel Mouillot, quand Michel Mouillot avait fait un stage chez FR3 Nice. Donc on était en terrain connu. Et quand ils prennent la direction de MBK qu'ils ont créé, Bidalo, on a des projets moto. Qu'est-ce que vous pensez que pour 84, MBK devienne le sponsor technique et support technique de la Pernod?
et qu'en 85, vous aurez carte blanche, une nouvelle moto, MBK, avec Pernod comme sponsor. Demande à un aveugle s'il veut voir. Et donc, moi, j'ai démarré à fond là-dessus, avec... je vais faire très court. La saison 84 était une saison qui était mal née, très mal née. Oui, parce qu'en 83, il y a eu des dissensions dans l'équipe, et tu as dû repartir début 84 avec une équipe de techniciens et de mécaniciens totalement différente. Avec le pilier que j'avais recruté à nouveauté, Bernard Fargue, qui était le pilier de l'équipe, compte tenu de son expérience et de son charisme. Et malheureusement, Bernard se tue à Misano au mois de mai. Au mois de mai, alors que on avait travaillé comme des fous, et on avait remis les motos à la mode de fer en 7 et 9. Alors, bien sûr, c'était pas 3 et 5, mais c'était 7 et 9 dans le paquet. En face, ça allait vite. Les gens ils avaient bossé pendant l'hiver. Et donc, on avait encore tout un tas d'autres choses qui allaient arriver. Donc, la preuve, Jean-François Baldet à Silverstone en refait 4 en 84. Alors oui, Bernard Fargue était donc le patron technique de l'équipe de terrain. Et il faut préciser qu'il est tué dans un accident de voiture en rentrant du Grand Prix d'Italie. En revenant du Grand Prix d'Italie. En allant du restaurant à l'hôtel, le dimanche soir. Ah, je pensais que c'était en revenant, non. C'est le dimanche soir en rentrant à l'hôtel. Terrible. Et moi, j'ai été affecté terriblement, mais j'ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle. Moi, je les ai quittés au restaurant à 11h le dimanche soir. Moi, j'avais rendez-vous le lendemain matin chez Delorto à Seregno, au nord de Milan. Donc, il y avait quand même à se taper Rimini-Milan, ce que j'ai fait. Et puis, je fais ce que j'avais à faire chez Delorto, je rentre à la maison. Ma femme qui était dans tous ses états. On te cherche partout, on se cherche partout. Bernard s'est tué hier soir. Putain. Sa femme est prévenue. Mais non, ils t'attendent chez Pernod pour que tu ailles la prévenir. Je suis allé chez Pernod, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous êtes comme des salauds. Vous le savez depuis hier soir, il n'y a personne qui a eu les couilles d'aller la prévenir. Et moi, ça a été... Psychologiquement, je ne vais pas dire que j'étais détruit, mais presque. Très difficile. Ah ouais, très moi difficile. J'étais très très affecté parce que Bernard était vraiment un très très bon collaborateur. Et on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. On n'a pas le droit, c'est pas possible. Ça, c'est presque... Et ça, pour toi, c'est la fin de l'aventure de la 250 personnellement, oui. Bon, puis après, les Japonais se sont manifestés. Les Japonais commençaient à apparaître à visage découvert chez MBK. Oui, alors Yamaha, petit à petit, s'est intéressé pour récupérer une usine en France, donc en Europe, et petit à petit, Yamaha a pris... Et là, donc, en juillet 84, Bidalo-san, 250 GP, finished. Yamaha. Inside the Yamaha group is Yamaha. Only Yamaha. You understand? And MBK. MBK is 50cc. What I can do? What do you want? Mais, Monsieur Bidalo, vous ne faites que des 50 cm3. Et alors, à partir de là, toute l'aventure suivante est née. Et les 50 de compétition, etc. Et ben, du coup, Bidalo a pris tout le monde au mot. Ben vous oui. voulez des 50, mais ça sera les miens. Non, d'abord les MBK. Non, d'abord les MBK, j'ai tout créé la gamme chez MBK. Jusqu'à ce qu'en 87 se déclenche la maladie, la myasthénie, qui m'a obligé à prendre des dispositions, puisque tous les toubibs étaient d'accord, il faut que vous changiez de vie et de région. Sans ça, on vous garantit chaise roulante et assistance respiratoire. Donc ça fait à court terme. Donc il a fallu faire un changement complet. Ah bah oui. J'ai quitté la région parisienne, on est venu ici. Et puis j'ai pris à mon compte tout le travail que j'assurais chez Motobekan avant que les Japonais interviennent. Le suivi de tous les fabricants sous licence, en Espagne, au Maroc, au Brésil et en Turquie. Comme c'est moi qui suivais personnellement tous ces fabricants sous licence, et il y avait en particulier mes amis de la famille Anitra
qui étaient les propriétaires des fabricants Souissance à Ébar, qui se trouve à 100 km d'ici. C'est la raison pour laquelle on s'est implanté sur la côte, tout près de la frontière. La côte basque, pour être près d'un sous-traitant J'y allais espagnol. 3 jours par semaine chez eux, et 2 jours sur la société que l'on avait créée à ce moment-là. Voilà, je crois qu'on va, on va y venir dans un prochain chapitre sur l'aventure Bidalo Technologies. Là.